Ma femme a transformé notre mariage en une expérience féministe de répartition des tâches. J'ai suivi le système à la lettre. Et j'ai forcé ma femme à affronter la véritable égalité, de la manière la plus rude qui soit. Je n'aurais jamais imaginé avoir à utiliser le propre manuel féministe de ma femme pour prouver que le problème n'était pas le mariage, c'était la théorie. 3 semaines. C'est le temps que j'ai passé à l'étranger pour un voyage professionnel. Et en si peu de temps, ma femme avait apparemment perdu la tête. J'ai franchi la porte en m'attendant à notre routine habituelle de retrouvailles. Mais à la place, elle m'a tendu un document imprimé intitulé « Restructurer notre mariage, un cadre pour l'égalité ». Elle se tenait là, sérieuse comme pour une présentation d'entreprise, et s'est mise à m'expliquer qu'elle avait participé à un « atelier d'autonomisation féministe » pendant mon absence. Apparemment, cet atelier lui avait ouvert les yeux sur toutes les façons dont notre mariage était soi-disant oppressif et patriarcal. « Tu dois comprendre que j'ai vécu dans un système qui t'avantage tout en me désavantageant », a-t-elle dit, en faisant même des guillemets avec ses doigts. Nous devons déconstruire les dynamiques de pouvoir dans notre relation. J'ai posé ma valise par terre et j'ai regardé la femme avec laquelle j'étais marié depuis 7 ans. La même femme qui riait à mes blagues et levait les yeux au ciel quand je laissais la vaisselle dans l'évier. Maintenant, elle était là avec un document de 3 pages expliquant pourquoi notre relation devait être reconstruite depuis la base. La première page détaillait quelque chose appelé la redistribution du travail émotionnel. Selon sa nouvelle prise de conscience, j'avais profité de son « travail invisible » tout en me contentant de contribuer financièrement. Elle voulait que je prenne la responsabilité de me souvenir des anniversaires, d'organiser les événements sociaux et de gérer l'agenda de la maison. Juste, me suis-je dit jusqu'à arriver à la partie où elle voulait que j'enregistre mes contributions émotionnelles dans une feuille de calcul partagée. La deuxième page portait sur l'égalité dans les tâches ménagères. Chaque corvée avait été catégorisée, pondérée selon sa difficulté et sa durée, puis divisée exactement en 2. La cuisine était maintenant répartie par jour de la semaine. Le ménage, par pièce. Même les courses alimentaires avaient été organisées selon un système de rotation. Elle avait littéralement créé un tableau des tâches comme si nous étions des colocataires à la fac. Mais c'est à la 3e page que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Elle s'intitulait « Déconstruire le privilège masculin ». En gros, une liste de façons dont je devais changer ma manière de communiquer, de prendre des décisions et même de m'asseoir sur le canapé. Apparemment, s'asseoir les jambes écartées était désormais une violation de l'équité de l'espace partagé. Il ne s'agit pas de changer qui tu es, m'a-t-elle expliqué avec l'assurance de quelqu'un qui vient de découvrir le feu. Il s'agit de reconnaître les manières inconscientes par lesquelles tu perpétues des schémas nocifs. Je suis allé à la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai pris une bière, la même bière, au même endroit, comme toujours. Rien n'avait changé dans cette maison, sauf sa perspective. Et pourtant, cela changeait tout. Alors, laisse-moi voir si j'ai bien compris, ai-je dit en prenant une longue gorgée. Pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour payer cette maison, tu étais dans un atelier en train d'apprendre que je suis le problème de notre mariage. Elle s'est mise à expliquer comment la contribution financière n'équivaut pas à une contribution émotionnelle, et comment les rôles traditionnels de genre créent un déséquilibre qui doit être corrigé. Elle a utilisé des termes comme « attentes hétéronormatives » et « patriarcat intériorisé », avec l'enthousiasme de quelqu'un qui vient d'apprendre une nouvelle langue. J'ai écouté toute la présentation, posant des questions, demandant des détails sur le système de feuilles de calcul et le système de points des tâches. Quand elle a terminé, elle m'a fixé, s'attendant à ce que je discute ou que j'embrasse immédiatement ce nouveau modèle de mariage. Au lieu de cela, j'ai attrapé le document posé sur le comptoir et je l'ai relu calmement. Le niveau de détail était impressionnant. Elle avait clairement passé des heures à rechercher, planifier et organiser cette refonte complète de notre relation. « Tu sais quoi ?» ai-je dit en reposant les feuilles. « Tu as absolument raison. Rendrions notre mariage plus juste. Quand est-ce qu'on commence ?» Le soulagement sur son visage a été instantané. Elle s'attendait à de la résistance, des disputes, peut-être même de la colère. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était à un accord total. Elle a commencé à m'expliquer le calendrier de mise en œuvre, comment nous suivrions les progrès et ce que signifierait le « succès » selon son nouveau système. J'ai fini ma bière en hochant la tête, planifiant déjà exactement comment j'allais gérer cela. Elle voulait de l'égalité. Elle allait en recevoir plus qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle voulait appliquer la théorie féministe au mariage. Parfait.
j'allais appliquer la réalité masculine à ses attentes. Le lendemain matin allait être intéressant. Nous nous sommes réveillés au son de son réveil à 6h30. Pas le mien, le sien. Selon le nouveau système, chacun était responsable de sa propre routine matinale. Plus question que je me lève en premier pour préparer le café. Plus question qu'elle m'apporte une tasse pendant que je m'habillais. Tout était séparé. Tout était égal. Nous fonctionnions désormais comme deux unités indépendantes sous le même toit. Je l'ai observé titubant jusqu'à la cuisine, s'attendant clairement à la routine habituelle où le café apparaissait simplement, prêt. Au lieu de cela, elle a trouvé la cafetière vide et une note que j'avais laissée sur le comptoir. Le jour 1 de la répartition équitable du café. C'est ton tour, selon l'horaire du lundi. Elle a fixé le mot pendant une bonne dizaine de secondes avant de marmonner quelque chose à propos de conformité malveillante en luttant pour insérer les filtres. J'étais déjà habillé et prêt à partir quand elle est revenue de la cuisine, encore en pyjama, tenant une tasse à moitié pleine. « Tu aurais pu faire le café pour nous deux » a-t-elle dit, visiblement agacée. « Cela violerait le cadre d'égalité des tâches ménagères » ai-je répondu en prenant mes clés. Selon la page 2, préparer le café le lundi est l'une de tes tâches désignées. Je ne veux pas perpétuer le schéma patriarcal de faire pour toi des choses que tu peux faire toi-même. Son expression était impayable. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, puis l'a refermée, réalisant qu'elle ne pouvait pas se plaindre que je suive exactement les règles qu'elle avait elle-même créées. Ce soir-là, en rentrant, j'ai trouvé ma femme assise à la table de la salle à manger avec une autre pile de papier. Cette fois, elle avait élargi le document original avec ce qu'elle appelait des protocoles de communication et des directives de résolution des conflits. J'ai repensé à notre interaction de ce matin, a-t-elle commencé, et j'ai réalisé que nous avions besoin de plus de structure sur la manière dont nous discutons de ces changements. Elle avait créé tout un système pour aborder ce qu'elle appelait les comportements de résistance et les réponses passives-agressives au nouveau modèle. Il y avait des directives pour une expression émotionnelle masculine saine et des exigences pour que je reconnaisse mes schémas défensifs avant d'exprimer tout désaccord. Donc maintenant, j'ai besoin d'une permission pour avoir une opinion, ai-je demandé. Ce n'est pas une permission, a-t-elle dit avec patience. Il s'agit de créer un espace pour un dialogue productif, en reconnaissant quand ton conditionnement masculin t'empêche de t'engager de manière authentique. Je me suis assis en face d'elle et ai tiré les papiers vers moi. Elle avait classé les problèmes de communication masculine en catégories réponse dédaigneuse, déviation logique, blocage émotionnel et rationalisation défensive. Chaque catégorie avait des exemples et des corrections suggérées. C'est fascinant, ai-je dit, en analysant réellement le document. Tu as essentiellement créé un manuel sur comment je peux ou ne peux pas te parler. Ce n'est pas du contrôle, a-t-elle insisté. C'est de la prise de conscience. Ces schémas sont si ancrés que tu ne réalises probablement même pas quand tu le fais. J'ai feuilleté les pages, réalisant comment toute réponse masculine possible à son système était classée comme problématique. Questionner la logique était une réponse dédaigneuse. Souligner des failles pratiques était de la rationalisation défensive. Vouloir discuter d'alternatives était un comportement de résistance. Mais si je suis simplement en désaccord sur quelque chose, ai-je demandé. Et quelle est la méthode approuvée pour cela? Son visage s'est illuminé, visiblement excité à l'idée d'expliquer. D'abord, tu reconnais que ton désaccord peut provenir d'un lieu de privilège. Ensuite, tu réfléchis à savoir si ta réponse sert la relation ou ne fait que protéger ton confort. Enfin, tu exprimes ton inquiétude en réaffirmant ton engagement envers la croissance et l'égalité. J'ai hoché la tête, pensif. Donc, en gros, je dois supposer que j'ai tort avant même de pouvoir donner mon avis. Tu es en train de faire ça maintenant, a-t-elle dit en pointant le document. Une déviation logique suivie d'une rationalisation défensive. Tu vois comment cela entrave un dialogue productif? J'ai regardé la femme qui autrefois riait de mon sarcasme et appréciait ma franchise. Maintenant, elle analysait chacun de mes mots à travers le prisme d'une théorie qu'elle avait absorbée lors de l'atelier. Tu sais quoi? Tu as encore raison, ai-je dit en me levant. Je vois comment mon style de communication naturel peut être problématique. Je vais avoir besoin de temps pour intérioriser ces nouveaux protocoles. Elle a semblé satisfaite, pensant probablement qu'elle avait identifié et corrigé mes schémas comportementaux. Ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est que j'étais sur le point de lui donner exactement ce qu'elle demandait à appliquer avec la même rigidité et la même littéralité qu'elle exigeait de moi.
J'ai passé l'heure suivante dans mon bureau, non pas à regarder la télé ni à vérifier mes emails, comme je le faisais habituellement. Au lieu de cela, j'étais également en train de créer un document. Si elle voulait restructurer le mariage sur la base de structures théoriques, j'allais présenter quelques théories moi-même. Le titre était simple. Application pratique des attentes réciproques dans le mariage. Il était temps de découvrir à quel point elle était réellement engagée dans ce nouveau système d'égalité. Le lendemain matin, j'ai présenté à ma femme son propre jeu de documents pendant le petit déjeuner. Elle a affiché une expression confuse lorsque j'ai fait glisser la chemise vers elle, à côté de la préparation des flocons d'avoine du mardi, sa responsabilité selon l'horaire. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé en ouvrant la première page. « Tes indicateurs de performance » ai-je répondu, en prenant une gorgée du café que j'avais préparé conformément à mon devoir du mardi. « Si nous restructurons ce mariage sur la base de l'égalité et de la responsabilisation, alors nous avons besoin de résultats mesurables pour les deux parties. » Ses yeux s'écarquillèrent en lisant le titre, « Cadre des attentes réciproques suivi des contributions dans la relation ». J'avais passé 3 heures la veille à créer un système complet qui reflétait exactement son approche, mais en se concentrant sur les résultats, pas sur la théorie. La section 1 couvre le suivi de la contribution financière, expliquai-je. Puisque tu voulais de la transparence sur le travail domestique, j'ai pensé qu'il serait juste de suivre aussi le travail économique. Elle feuilleta page après page de feuilles de calcul montrant les paiements de l'hypothèque, les factures d'électricité, d'eau, d'assurance auto, d'épicerie et les dépenses personnelles, chaque élément coloré selon qui avait gagné l'argent qu'il avait payé. « C'est ridicule, dit-elle. Le mariage n'est pas une transaction commerciale. » Exactement mon propos, répondis-je. Mais si nous traitons les contributions à la relation comme un bilan comptable, alors nous devons inclure toutes les contributions, pas seulement celles qui favorisent ton récit. La page 2 détaillait ce que j'appelais les modèles réciproques de communication. Si je devais reconnaître mon conditionnement masculin, avant d'exprimer un désaccord, alors elle devait reconnaître son raisonnement émotionnel, avant de formuler des exigences. Si je devais suivre mes schémas défensifs, elle devait suivre les siens, qualifiés de manipulateurs. Je ne suis pas manipulatrice, protesta-t-elle. Selon ton propre cadre, c'est une rationalisation défensive, répondis-je, utilisant exactement ces termes. Le simple fait que tu résistes à l'examen de tes schémas suggère un certain biais inconscient. Elle me regarda, frustrée, mais sans argument. Après tout, j'utilisais sa propre logique. La section 3 était ma préférée, égalité dans le travail émotionnel. Si elle voulait que je me souvienne des anniversaires, planifie les événements sociaux et organise les calendriers, alors elle devait assumer de manière égale la responsabilité du jardin, de l'entretien de la voiture et des réparations de la maison. Si le travail émotionnel était vraiment du travail, alors tout travail devait avoir la même valeur. « Mais tu ne peux pas être sérieux à propos du fait que je change l'huile de la voiture, dit-elle. « Pourquoi pas? C'est juste du travail. Selon le matériel de ton atelier, l'attribution des tâches par genre est une construction patriarcale. Ou bien tu dis qu'il existe des tâches naturellement plus adaptées aux hommes. » Elle ouvrit la bouche pour répondre et la referma. Elle s'était prise à son propre piège. La section finale traitait des métriques de responsabilisation. Chaque échec par rapport au nouveau standard serait enregistré. Chaque application de règles différentes selon les personnes serait notée. Chaque fois qu'elle s'attendrait à ce que je change tout en restant la même serait documentée. « C'est mesquin, dit-elle, en repoussant la chemise. « C'est de l'égalité, corrigeai-je. Tu voulais éliminer les déséquilibres dans la relation. Je m'assure juste que l'équilibre fonctionne pour les deux côtés. » Cet après-midi-là, j'implémentais le système avec le même enthousiasme qu'elle avait montré pour son cadre féministe. Quand elle me demanda de prendre son linge à la laverie parce qu'elle était en retard, je consultai le document des attentes réciproques et refusai poliment. Ce n'était pas mardi, mon jour désigné pour les tâches extérieures. Quand elle suggéra de commander une pizza parce qu'elle ne voulait pas cuisiner, je rappelai que le travail émotionnel incluait la planification des repas et que changer le plan à la dernière minute devrait être enregistré comme un écart au planning. Le soir, elle était clairement irritée par la rigidité avec laquelle j'appliquais les règles. Elle voulait discuter de modifications au système. Mais selon ses propres protocoles de communication, avant de proposer tout changement, elle devait reconnaître que sa résistance venait peut-être d'un lieu de privilège. Examiner si sa préoccupation servait la relation ou seulement son propre confort. Après avoir lutté pour suivre ce script, elle dit finalement : « Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Qu'est-ce que tu voulais dire, demandai-je, réellement curieux. Je voulais que tu sois plus conscient de comment tu contribues à la relation. Je ne voulais pas transformer tout ça en compétition. Mais c'est exactement ce que tu as créé, répondis-je. Tu as divisé notre mariage en catégories, attribué des valeurs, créé des métriques et des systèmes de responsabilisation. La seule différence, c'est que j'applique les mêmes standards pour nous deux, au lieu de seulement pour moi. Elle resta silencieuse un moment, regardant les papiers éparpillés sur la table, feuilles de calcul, protocoles, systèmes de suivi, tout créé pour résoudre des problèmes qui n'existaient pas jusqu'à ce qu'elle décide qu'ils existaient. Peut-être qu'on devrait revenir à comme c'était avant, dit-elle à voix basse. Quelle partie, demandai-je. La partie où j'étais inconsciemment oppressif, ou la partie où tu étais inconsciemment opprimé? Selon ton cadre, nous en savons maintenant trop pour faire marche arrière. Elle semblait épuisée. Et pour la première fois depuis mon retour de ce voyage professionnel, j'entrevis un éclair de la femme que j'avais épousée, celle qui comprenait que les relations fonctionnent grâce au respect mutuel et à l'équilibre naturel, pas par des systèmes rigides et des feuilles de calcul de comportement. Mais nous n'y étions pas encore. Elle devait comprendre que l'égalité ne s'impose pas par des documents et des métriques. Un véritable partenariat se développe organiquement, lorsque deux personnes se respectent assez pour travailler ensemble, et non l'une contre l'autre. La leçon ne faisait que commencer. Jeudi matin, les fissures dans son paradis théorique commencèrent à apparaître. Elle avait passé 2 jours à tenter de naviguer dans son propre système tout en faisant face au mien en même temps. Et la dissonance cognitive la rongeait déjà de l'intérieur. Je trouvais ma femme dans la cuisine, fixant le calendrier où elle avait colorié toutes nos responsabilités, rouge pour les siennes, bleu pour les miennes, vert pour les partager. Le problème était simple, la vraie vie ne suit pas des agendas colorés, et le monde avait commencé à jouer contre le système parfait qu'elle avait tenté d'imposer. La machine elle avait fait encore ce bruit, dit-elle sans quitter des yeux son café. La maintenance des appareils électroménagers du jeudi fait partie de ton lot de responsabilités techniques, répondis-je en consultant mon téléphone tout en prenant mon petit déjeuner que j'avais préparé lors de mon jour désigné. Page 4, section C. Je ne sais pas réparer les machines à laver. Moi non plus quand j'ai dû apprendre. YouTube a d'excellents tutoriels. Très responsabilisant, en fait. Elle me lança un regard qui aurait pu faire fondre du métal. Tu sais très bien que je ne peux pas faire ça. Tu as toujours supposé que je le ferais, répondis-je. Mais présumer que certaines tâches me reviennent naturellement à cause de mon genre est exactement le type de biais inconscient que ton atelier voulait éliminer. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, et la referma. Peu à peu, elle apprenait que toute plainte pouvait être retournée contre elle en utilisant le système même qu'elle avait créé. La machine continuait de grincer en fond sonore, comme la bande-son de sa défaite idéologique. Ce soir-là, elle tenta une approche différente. Plutôt que d'exiger que je répare la machine, elle suggéra que nous collaborions pour trouver une solution. Elle essayait clairement d'utiliser les protocoles de communication qu'elle avait elle-même inventés. Je réfléchissais à la façon dont nous pourrions modifier notre cadre pour le rendre plus pratique, commença-t-elle, en choisissant ses mots avec soin. Peut-être que certaines tâches pourraient être réparties en fonction des compétences préexistantes, et non d'une égalité rigide. Intéressant, murmurai-je sans lever les yeux de la feuille des attentes réciproques que j'étais en train de mettre à jour. Tu suggères que l'aptitude naturelle devrait primer sur la pureté idéologique? Je suggère qu'un peu de flexibilité pourrait aider le système à mieux fonctionner. De la flexibilité pour qui? Demandai-je en la regardant enfin. Parce qu'il semble que tu veuilles de la flexibilité quand le système te désavantage, mais une rigidité absolue quand il me désavantage. Elle resta silencieuse, cherchant une réponse qui ne contredise pas ses propres règles. Je pense juste que nous devons être pratiques dans la mise en œuvre. Je suis tout à fait d'accord, répondis-je. Alors soyons pratiques. La machine est cassée. Selon ton système, la responsabilité est la tienne. Dans la réalité pratique, tu ne sais pas la réparer. Quelle est ta proposition de solution? Tu pourrais m'apprendre, suggéra-t-elle, avec une pointe d'espoir. Je peux, acquiesçai-je. Mais cela nécessiterait un travail émotionnel supplémentaire de ma part pour planifier et exécuter une session d'apprentissage. Cela devrait être compensé dans un autre domaine du système. Que serais-tu prête à assumer en échange? Sa frustration débordait. Elle avait créé un système pour me tenir responsable de tout et maintenant ce même système la tenait responsable. Et cela, bien sûr,
elle ne l'aimait pas. C'est ridicule, explosa-t-elle. Nous sommes mariés. Nous sommes censés nous entraider. Exactement, répondis-je calmement. Nous sommes censés nous entraider. Pas nous restructurer mutuellement selon des théories qui ignorent comment nous fonctionnons réellement en équipe. Elle me fixa, et je pus voir les pensées s'entrechoquer dans sa tête. Pour la première fois depuis le début de cette comédie, elle commençait à comprendre ce que j'essayais de lui montrer. La vérité qu'aucune feuille de calcul ne résout. Le mariage n'est pas une expérience sociale, poursuivis-je. C'est deux personnes qui construisent une vie en utilisant leurs forces individuelles et en couvrant les faiblesses l'une de l'autre. Tu as pris un système qui fonctionnait et tu as essayé de le réparer avec des théories créées par des gens qui n'ont probablement jamais réussi à maintenir une relation à long terme. L'intervenante de l'atelier est mariée depuis 15 ans, rétorqua-t-elle, sur la défensive. À la même personne, demandai-je. Elle hésita. Eh bien, non. Mais elle a appris de ses erreurs. A appris? Ou simplement créé des théories de plus en plus complexes pour expliquer pourquoi ces relations continuent d'échouer? À ce moment-là, la machine à laver émit un bruit encore plus horrible presque comme pour dire « il a raison ». Elle regarda vers la buanderie, puis vers moi, puis vers les feuilles et les tableurs éparpillés sur la table. Tout cela créé pour corriger des problèmes qui n'avaient commencé à exister que parce qu'elle avait décidé qu'ils existaient. Je voulais juste que les choses soient plus justes, dit-elle à voix basse. Les choses étaient justes, répondis-je. Elles n'étaient simplement pas égales. Et ce n'est pas la même chose. Quelle est la différence? Demanda-t-elle. Juste, c'est chacun contribuant selon ses capacités et recevant selon ses besoins. Égal, c'est tout le monde faisant exactement la même chose, même quand cela n'a pas de sens. Elle s'affaissa sur sa chaise, vaincue. Alors, que faisons-nous maintenant? Demanda-t-elle. Maintenant, tu décides si tu veux être marié à moi, ou à un ensemble de principes théoriques qui exigent que je me transforme en une autre personne. Le seul bruit dans la maison était le gémissement final de la machine à laver agonisante. Elle avait un choix. Et nous le savions tous les deux. La question était: choisirait-elle la réalité ou l'idéologie? La personne ou le système? Je restais là, attendant de voir quelle femme émergerait de tout cela. Celle qui était tombée amoureuse de qui j'étais vraiment, ou celle qui avait décidé que je devais être reconstruit selon le projet de quelqu'un d'autre. Le vendredi arriva avec la machine à laver complètement morte et un évier plein de vaisselle accumulée selon notre rigide horaire de rotation. Elle avait été responsable de la vaisselle mercredi, mais avait travaillé tard et avait décidé de reporter la tâche. Selon son propre système, les reports nécessitaient l'approbation des deux parties et un plan de compensation. Je la trouvais debout dans la cuisine, regardant le désordre avec une expression de panique croissante. La réalité de tenir une maison à travers des feuilles de calcul et des structures théoriques la frappait enfin de plein fouet. « Il faut faire une lessive, dit-elle. Je n'ai plus de vêtements propres pour le travail. La laverie ouvre à 7 heures, répondis-je, mangeant des céréales dans l'un des rares bols propres. Et selon le suivi financier de jeudi, les dépenses à la laverie entrent dans ta catégorie de dépenses discrétionnaires. Elle se tourna vers moi avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la colère, ni de la frustration, c'était une perplexité véritable. « Tu vas vraiment m'obliger à aller à la laverie juste parce que la machine est cassée? » « Je ne t'oblige à rien, répondis-je calmement. Je suis le système que tu as créé. Le même système qui m'oblige à tracer chaque décision financière, à documenter chaque contribution domestique et à modifier mes schémas naturels de communication pour correspondre à tes protocoles approuvés. Mais c'est différent. Différent comment? Elle chercha une réponse, voyant clairement le piège, mais incapable d'y échapper. Parce que c'est une urgence? Vraiment? Ou est-ce juste une nuisance que tu veux que je règle parce que c'est plus facile que de suivre tes propres règles? Le silence s'installa tandis qu'elle digérait cela. Je voyais les rouages mentaux tourner, essayant de trouver un moyen de maintenir sa position idéologique tout en obtenant l'aide pratique dont elle avait besoin. D'accord, dit-elle finalement. Je me débrouille seule. Je l'observais remplir des sacs poubelles de vêtements, luttant avec les paquets maladroits pour tout mettre dans la voiture. Elle fit 3 allers-retours, chacun plus frustrant que le précédent. Quand elle revint 2 heures plus tard, elle était épuisée et visiblement ébranlée. Les machines ont avalé mes pièces, annonça-t-elle, en jetant le linge propre en tas sur le sol du salon. 20 $. Et en plus, un type insistait pour m'aider à plier,
même après que j'ai dit non. As-tu enregistré la perte des $20 dans la feuille des dépenses discrétionnaires, demandai-je. Elle me fixa avec quelque chose qui ressemblait à de la haine. Tu es sérieux? Tu es celle qui a insisté sur le fait que la transparence financière était essentielle pour l'égalité dans la relation. Si nous n'enregistrons pas les dépenses, à quoi sert le système? C'est laquelle craqua. Pas de manière dramatique, pas de cris, pas d'accusation, mais avec un effondrement silencieux qui, d'une certaine manière, fut bien pire. Elle s'assit sur le canapé, entourée de vêtements encore humides et des vestiges éparpillés de son paradis théorique, et fixa simplement le mur. « Ça ne fonctionne pas, dit-elle à voix basse. « Non, ça ne fonctionne pas, acquiesçai-je. Mais ça fonctionne exactement comme il a été conçu. Tu as créé un système qui traite le mariage comme un contrat commercial entre colocataires, et non comme un partenariat entre des gens qui tiennent l'un à l'autre. Je pensais réparer les choses. Et quelles choses avaient besoin d'être réparées? Elle resta silencieuse longtemps. J'avais l'impression de tout faire, finit-elle par dire, et que toi, tu vivais ta vie sans te rendre compte du travail nécessaire pour faire tourner notre maison. Alors, au lieu de me parler du fait que tu te sentais dévalorisé, tu as décidé de restructurer toute notre relation sur la base de théories apprises dans un atelier de week-end. Quand tu le dis comme ça a l'air stupide. Ça n'a pas l'air stupide, la corrigeai-je en m'asseyant à côté d'elle. Ça a l'air comme si tu t'étais senti déconnecté de moi et que tu avais pensé que le problème était structurel, et non pas un problème de communication. Elle me regarda, les yeux brillants de larmes. Tu m'as manqué quand tu étais parti. Et au lieu de simplement le dire, je me suis convaincu que tu me manquais était un signe de dépendance que je devais corriger. Donc tu as essayé de devenir indépendante, en nous rendant tous les deux misérables, apparemment. J'écartai un peu le linge pour pouvoir m'asseoir plus près. C'était la première fois depuis plus d'une semaine que cela semblait naturel, au lieu d'être calculé selon un quelconque protocole approuvé. Tu sais ce qui est drôle? Poursuivis-je. Tu as dépensé toute cette énergie à essayer de rendre notre relation plus égale, mais tu ne l'as en fait rendue moins partenariale et plus conflictuelle. Je sais, murmura-t-elle. J'ai fait de nous des adversaires au lieu des alliés. L'atelier ne t'a pas appris à améliorer ton mariage. Il t'a appris à trouver des problèmes dans le mariage qui ne pouvaient être résolus que par leur solution. Elle se blottit contre moi et, pour la première fois depuis des jours, je sentis la tension quitter son corps et le soulagement d'abandonner un système conçu pour générer des problèmes, non pour les résoudre. Je veux jeter tous ces papiers, dit-elle. Et l'égalité? Et la théorie féministe? Et la restructuration du pouvoir? Je veux jeter ça aussi. En tout cas les partis qui nous font nous traiter en adversaires au lieu de partenaires. Je sentis un léger sourire monter. Et maintenant, demanda-t-elle. Maintenant, on découvre comment être mariés l'un à l'autre, et non pas à un ensemble de principes qui exigent que nous soyons des personnes différentes. Samedi matin, je me suis réveillé avec l'odeur de café frais et le son d'elle qui chantonnait dans la cuisine. Pas parce que c'était son jour désigné, mais parce qu'elle s'était réveillée la première et avait eu envie de nous faire du café à tous les deux. Bonjour, dit-elle en me tendant une tasse alors que j'entrais dans la cuisine. J'ai repensé à ce que tu as dit hier, sur le fait de se traiter en partenaire et non en adversaire. Elle désigna la table de la salle à manger, maintenant complètement débarrassée des feuilles de calcul et des documents de suivi. J'ai tout jeté. Le système entier. Je regardai la table vide, puis de nouveau vers elle. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Être assise dans cette laverie hier, voir d'autres couples s'entraider pour des tâches simples pendant que je me débattais seul à cause de règles que j'avais moi-même créées. Elle secoua la tête. J'ai réalisé que j'avais transformé notre mariage en une prison où aucun de nous ne pouvait être spontané ou généreux sans violer un principe théorique. Et maintenant? Maintenant, je veux réparer la machine à laver avec toi. Pas parce que ça prouve quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que nous avons tous les deux besoin de vêtements propres, et que toi, tu sais réparer ces choses-là. Je souris. Ça ressemble dangereusement à des rôles traditionnels de genre. Peut-être que certaines traditions existent parce qu'elles fonctionnent, et non parce qu'elles sont oppressives, répondit-elle en s'asseyant en face de moi. J'ai dépensé tellement d'énergie à essayer de prouver que notre dynamique naturelle était fausse que j'ai oublié de me demander si elle fonctionnait vraiment pour nous. Et elle fonctionnait? Elle réfléchit attentivement. Oui. Mais je ne le reconnaissais pas. Je cherchais des problèmes au lieu d'apprécier ce que nous avions. Alors, que veux-tu maintenant?
Je veux être reconnaissante quand tu répares quelque chose, au lieu d'être rancunière parce que je ne sais pas le faire. Je veux cuisiner quand j'en ai envie, et pas quand une feuille de calcul le dit. Je veux demander de l'aide sans que ce soit une déclaration politique. Et que veux-tu de moi? Je veux que tu remarques quand je fais quelque chose qui te facilite la vie. Et que tu le dises quand ça te fait plaisir. Non pas parce que l'égalité exige une reconnaissance mais parce qu'être apprécié, ça fait du bien. Je tendis la main et pris la sienne. J'apprécie ce que tu fais. Je l'ai toujours fait. J'ai juste présumé que tu le savais. Je ne le savais pas, jusqu'à ce que je me convainque que l'appréciation était une forme de conditionnement patriarcal créé pour me garder satisfaite d'une dynamique inégale. Cet atelier t'a vraiment retourné la tête. Cet atelier m'a appris à voir des problèmes partout et des solutions nulle part. Elle serra ma main. Mais tu m'as appris quelque chose de plus important cette semaine. Quoi? Que l'égalité et le partenariat ne sont pas la même chose. Le partenariat signifie que chacun contribue avec ce qu'il sait bien faire et soutient l'autre là où il est plus faible. L'égalité signifie que les deux doivent être bons en tout, ce qui fait juste qu'on est médiocre dans presque tout. Je me levai et embrassai son front. Alors, fini la théorie féministe? Fini la partie où on laisse la théorie écraser la réalité, la corrigea-t-elle. Si la théorie rend notre vie pire au lieu de meilleure, alors c'est la théorie qui a tort. Pas notre vie. Parfait. Maintenant, allons réparer cette machine à laver ensemble. Ensemble, répéta TL. Non pas parce qu'une feuille de calcul l'ordonne, mais parce que c'est ce que font les partenaires. Tandis que nous marchions vers la buanderie, je réalisais que la femme que j'avais épousée était toujours là, sous toute cette idéologie et ces structures théoriques. Elle avait juste besoin de se rappeler que l'amour n'est pas quelque chose qu'on reconstruit selon des principes externes, c'est quelque chose qu'on construit jour après jour, en choisissant la même personne encore et encore. La machine à laver n'avait besoin que du remplacement d'une courroie. 20 minutes, $15 et tout fonctionna à nouveau. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, quelle surprise étonnante. Il s'avère qu'un mariage heureux ne dépend pas d'un manuel de conformité féministe, d'une feuille de calcul punitive ou de la transformation de votre conjoint en un cobaye de laboratoire social. Qui l'aurait cru? Peut-être que l'amour, le respect mutuel et le bon sens sont de meilleurs guides que les dogmes rigides d'un atelier animé par quelqu'un dont le principal accomplissement relationnel est d'avoir théorisé l'échec. La prochaine fois que vous sentirez le besoin de déconstruire votre relation, essayez peut-être juste de parler à votre partenaire. Révolutionnaire, je sais.